2023, Neige Sino a publié aux éditions POL le roman Triste Tigre, couronné du prix Femina, du prix Goncourt des lycéens, du Goncourt étranger, du prix littéraire du journal Le Monde, du prix Les Inrecuptibles. Samedi 22 mars 2025, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait l'écrivaine autour de la parution de son nouveau roman chez POL, intitulé La Realidad, dans lequel elle fait le récit de 2 voyageuses au Mexique il y a une vingtaine d'années, sur les traces du sous-commandant Marcos, en quête d'un village du Chiapas appelé La Realidad, où celui-ci aurait précisément vécu. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là si nombreux. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir de vous avoir, Neige Sino, en ce samedi après-midi à la librairie, qu'on n'a pas eu un beau temps comme ça depuis des semaines. Merci d'avoir fait cet effort-là, de venir écouter Neige. On va évoquer ce deuxième livre paru aux éditions POL, qui s'appelle La Realidad. Il est sorti il y a tout juste quelques semaines. Alors pour vous présenter, Neige, j'avais écrit que Triste Tigre avait été la révélation de la rentrée littéraire 2023. Ça... Oui. Vous êtes trop fort. Donc, alors la Realidad. Alors, et là maintenant, la Realidad, moi je trouve montre à ceux qui en auraient douté que par-delà les sujets que vous abordez, vous êtes une écrivaine formidable, une écrivaine magnifique. Ce qui me frappe et ce qui m'avait frappé dans Triste Tigre, et là à nouveau, et ce que je trouve formidablement revigorant, c'est qu'on sort de vos livres beaucoup plus armés que quand on y est rentré. Et c'est pas une posture. Enfin, vraiment, on ressort armé parce que vous avez amené un bagage de vos lectures. Et puis, on sortait plus fort de cette question des abus sexuels de Triste Tigre. Et là, de notre rapport au monde et du chemin qu'on peut tracer dans une vie, voilà, on est plus déterminé, plus fort et plus déterminé. Donc c'est pour ça, grand merci. La Realidad est un livre sur les mouvements zapatistes du Chiapas, on va en parler. Alors ça j'aime beaucoup, c'est le portrait d'une jeune femme en détective sauvage. Ça me plaît aussi beaucoup. C'est un livre sur ce que c'est que de s'arracher à soi-même. C'est une quête de sens. C'est un livre sur Antonin Artaud. Et c'est aussi beaucoup et surtout un regard féministe sur le monde d'aujourd'hui, sur notre monde soumis au néolibéralisme. Voilà, c'est un roman puissant et qui n'est pas dénué d'une forme de poésie aussi. Voilà. Alors peut-être pour commencer, on peut... J'ai pas envie de vous demander de savoir qu'est-ce qui a été le déclencheur du livre, parce que je crois que ce sera la dernière question en fait que je vous poserai. Mais j'aimerais bien qu'on commence par cette idée du voyage et de ce portrait en détective sauvage et de ce qui vous a amené au Mexique. Le désir d'aventure. Très certainement, mais pas... Enfin, peut-être qu'il y avait un peu ce cliché aussi d'une vie aventureuse et de toutes ces lectures qui m'ont nourri, que je cite pas nécessairement, mais effectivement, tous ces écrivains qui m'ont précédé, surtout des hommes, donc je dis écrivains, parce que c'est souvent des hommes, ceux qui choisissent ce chemin-là pour leur parcours d'écriture, de se lancer d'abord dans l'aventure, d'essayer de voir plein de choses, de connaître plein de choses, et de rapporter ce qu'ils avaient vu ou ce qu'ils avaient vécu dans du texte. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu cette inspiration d'être inspiré, je sais pas, Kerouac ou des auteurs comme ça qu'on fantasme beaucoup quand on est jeune. Après, il y a des femmes aussi. J'avais lu je suis née dans les Hautes-Alpes. Donc, dans les Hautes-Alpes, chez moi, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais dans toutes les familles, il y a des livres de montagne, des Frison Roche, des histoires d'ascension, et notamment Alexandra David-Nel, qui est une autrice que j'ai lue très jeune
et qui m'a accompagnée beaucoup. Donc j'ai fantasmé un peu ces personnes qui ont voyagé dans des moments de l'histoire où c'était quand même assez rare et qui étaient comme des défricheurs, on va dire. Enfin, j'avais fantasmé un peu tout ça. Mais comme vous le verrez en lisant, si vous lisez le livre, c'est aussi un format, une forme, le récit de voyage, que je questionne beaucoup. Et d'un côté, j'ai fantasmé et j'ai voulu suivre le chemin de ses prédécesseuses, mais je sais très bien que je ne peux pas être Alexandra David-Néel dans le monde d'aujourd'hui, que ça serait un problème quand même si c'était ça, si je n'avais pas conscience que le monde a changé, que le voyage a changé, que le tourisme a bousillé le monde et que il y a ce désir-là, mais qui se confronte aussi à une nouvelle réalité. Et tout est mélangé. Et j'arrive au Mexique surtout par hasard, et surtout entraînée par une copine, cette copine qui est très présente dans tout le livre, mais elle est surtout présente dans le premier chapitre, qui, elle, n'a pas tous ses scrupules et ses doutes par rapport à cet héritage-là, et qui, elle, fonce dans le tas, et qui m'emmène au Chiapas, et qui a, elle, par contre, une connaissance plus approfondie du monde latino-américain, parce qu'elle est espagnole, elle parle espagnol, elle a grandi dans le sud de l'Espagne, et elle a connu, depuis l'Espagne, le soulèvement zapatiste en 1994 et la naissance des mouvements altermondialistes qui ont suivi. Donc elle fait pas le même voyage que moi. Moi, je me laisse balader avec mes idées un peu livresques de l'aventure, et elle va à un endroit précis que je comprends pas tout de suite et que je vais comprendre à travers ses yeux. Ouais, vous voyez, j'ai pas pour la même chose. Parce que on sent quand même que chez vous, les prédécesseurs, tout ce bagage livresque, ça vous bloque pas du tout. Au contraire, c'est une nourriture qui alimente aussi votre propre écriture. Alors, je dirais pas que ça me bloque pas du tout, parce qu'à un moment donné, je me questionne quand même sur... puisque j'ai ce bagage livresque, et que quand j'arrive au Mexique, je crois déjà savoir certaines choses sur le Mexique. Et ça, c'est pas que ça me bloque, mais c'est que ça... c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre d'arriver dans un endroit inconnu, avec déjà trop d'informations d'une certaine façon. Et donc j'ai besoin, je rêve, à ce moment-là, au moment du texte, j'admire ma copine aussi pour ça, parce que je fantasme ou j'idéalise des personnes qui pourraient avoir un rapport direct avec le monde, avoir une mais en vérité, évidemment, c'est une illusion. Ma copine aussi, elle a des idées. Elle n'a pas les mêmes idées que moi parce qu'elle n'a pas lu Antonin Artaud, donc elle n'a pas une vision qui est inspirée par Artaud, mais elle fantasme le commandant Marcos. Donc pareil que moi, on n'est pas... Mais qui l'est jamais, en fait. On est toujours baigné dans l'histoire, baigné dans la culture, baigné dans des idées préconçues des choses. Donc ça m'accompagne, ça me nourrit. Et je perçois ces auteurs et ces autrices qui sont avec moi comme des compagnons de voyage, d'étranges compagnons de voyage qui participent d'une façon étrange, puisque c'est moi qui les appelle et c'est moi qui les invente comme interlocuteur de ce voyage ou de la vie en général. Je suis tout le temps en dialogue avec des présences invisibles, des spectres. C'est un mot que je n'utilise pas dans ce livre-là, mais je l'utilise dans Triste Tigre, parce que j'essaie de rendre visible dans le livre la nature particulière des liens qu'on a avec ces auteurs qu'on aime, ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, hein. Mais ça peut être aussi des miroirs et des contre-modèles. Il y a aussi des contre-modèles. La première phrase du livre, peut-être que personne ne le verra, mais ça fait rien, c'est une parodie de Voyage au bout de la nuit.
Voyage au bout de la nuit, c'est la première l'incipit, c'est ça a débuté comme ça. Moi, je voulais pas, mais c'est Arthur Ganache qui m'a amené au café, puis après on a fait ça. Donc il est guidé par son copain, qui va le faire devenir soldat un peu malgré lui. Et donc le voyage au bout de la nuit, au bout de l'horreur, c'est un peu, soi-disant, par hasard et parce qu'il y a son copain. Et c'est un peu un contre-modèle pour moi. Pas au sens où je veux critiquer. Enfin, si, ça a été un gros questionnement pour moi, Céline, parce que ça a été une grosse découverte de lecture, sans savoir au début qui était Céline. Et donc, j'ai adoré Le Voyage au bout de la nuit. Ça a été une de mes premières illuminations de lectrice. Donc, comme beaucoup de gens de ma génération, ou même de la génération d'avant, quand on a découvert les autres livres de Céline, son antisémitisme, sa collaboration, et que c'est un horrible type, ça nous a quand même beaucoup questionné. Bref, mais ce que je fais en reprenant ça comme contre-modèle, c'est que mon voyage à moi, il va pas au bout de la nuit. C'est l'inverse que j'essaie de faire, c'est-à-dire un voyage qui est dans un monde pas évident et violent et difficile, mais c'est vraiment vers la lumière. Donc voilà, je suis tout le temps j'ai pas le choix, je suis une lectrice depuis l'enfance et je peux pas m'extraire de ça. Et donc j'essaie que ce soit le plus possible quelque chose de positif qui me nourrit et qui nourrit mon lecteur, mais c'est parfois aussi une façon d'être au monde qui m'a pesé et qui a été compliquée. Donc dans le livre, qui est donc un récit de voyage, je raconte un voyage, mais c'est aussi ce voyage intérieur avec qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai dans mon sac à dos, là, tout ce que je me trimballe. Vous dites, je rebondis sur Maga qui idéalise et qui veut en fait... toutes les deux, vous partez pour amener des livres de théorie marxiste au sous-commandant Marcos dans le Chiapas. C'est ça qui motive le premier voyage. Effectivement, peut-être que Maga, elle est dans l'idéalisation. Dans tout ce que vous allez développer au cœur du livre autour d'Antonin Artaud et les voyages d'Antonin Artaud au Mexique, il y a un moment, moi je crois que vous avez aussi beaucoup une posture de sceptique où vous ne vous laissez pas complètement emporter par Artaud. Il y a quand même un regard critique sur Artaud, comme vous allez avoir après un regard critique sur les autres présences d'écrivains dans le livre. Vous êtes une sceptique, je pense, quand même. Oui, mais je me force. Hein. C'est ce que j'explique dans la partie sur Artaud. Ma première impulsion, c'est d'entrer complètement dans le monde d'Artaud et de me rendre compte, avec du temps, je suis lente. Je suis très lente. Mais à un moment donné, j'ai des petits signaux à l'intérieur de moi-même qui me disent attention. Surtout des personnages comme Artaud, surtout des auteurs comme Artaud, dont la lecture peut, en tout cas pour moi, représenter quelque chose de très dangereux. J'ai beaucoup lu Artaud, j'ai beaucoup lu la poésie d'Artaud, j'ai envie de faire une thèse, entre autres, sur Artaud et d'autres auteurs. Je ne sais pas si c'est un auteur que tout le monde connaît, mais en tout cas, comment le décrire Vous alliez le décrire, mais non, volontiers, parce que moi je ne vais pas y arriver. J'allais vous citer, vous dites, il est enfermé dans l'asile de sa prison mentale, il vivait en état de guerre permanente, sa propre guerre. Parce que, alors, il y a des tas de moments dans ce que vous dites sur Artaud où on peut vraiment faire des parallèles avec la narratrice, je me mouille pas plus, mais on va pas aller jusqu'à la schizophrénie, tout ça, il est pas question, mais cette façon de tailler son propre chemin. Artaud est allé au bout de ça, dans une logique qui était la sienne à une autre époque aussi, mais voilà, ce que vous dites là, il est enfermé dans l'asile de sa prison mentale, il vivait en état de guerre permanente, sa propre guerre. Il y a des moments où je me suis dit que c'était ça aussi pour vous, dans ces années-là. Oui, mais par contre, Artaud devient un contre-modèle au sens où lui, puisque je viens très longtemps après Artaud et que son chemin de vie, ça démontre rien, ça prouve rien, mais n'empêche que ce jusqu'au boutisme d'Artaud, qui peut le tenir ? Qui peut avoir un engagement artistique au point de se sacrifier ? Parce qu'il se perçoit... Alors tout ça, c'est des interprétations personnelles d'Artaud. Hein. Après, s'il y a des artausiens dans la salle, ne vous sentez pas offensés.
Je prétends pas détenir une interprétation juste ou universitaire sur Artaud, mais en tout cas, ce que j'utilise là dans le livre aussi, c'est que ce jusqu'au boutisme et cette entrega, je me perds dans le vocabulaire, pardon, cet engagement très très grand dans l'art, la confusion et la fusion totale entre la vie et l'art, ça l'a mené non seulement à l'asile, mais aussi à vivre une vie terrible. Une vie terrible. Qui peut... Moi, j'en veux pas de ça. Hein, c'est ce que je dis aussi. Non seulement je veux pas de la vie d'Artaud, mais je veux pas non plus de la vie de Paul Thévenin, qui a été la personne qui a permis qu'on connaisse l'œuvre d'Artaud. J'essaie de construire pour moi-même quelque chose qui est plutôt de l'ordre de ce que les latino-américains appellent le buen vivir. Je cherche un équilibre. J'ai pas envie de tomber dans cette chose-là, et en même temps, je l'admire. Donc voilà, je navigue, et il y a ce long... Je ne sais pas si c'est très long, mais ce chapitre que j'écris sur Antonin Artaud, il me sert à parler de la littérature, mais il me sert aussi comme un espèce de contrepoint, puisque Antonin Artaud, dans sa quête multiple, il est allé au Mexique dans les années 30, en 1936. Il a fait un voyage au Mexique qui faisait partie pour lui d'une quête existentielle. Donc c'est trop beau pour ne pas m'en servir. Il fallait bien que je mentionne ça. Et c'est aussi trop intéressant pour le mentionner en passant. Et je me suis posé la question, est-ce que vraiment je me lance là-dedans Et donc je me lance là-dedans, mais d'une façon un peu de biais. Oui, alors, oui, mais en même temps, Artaud vous permet d'avancer un autre fil qui est présent depuis le début, parce qu'en fait, tous les fils que vous tirez tout au long du livre, ils sont entremêlés. On peut pas, c'est une bobine qui est... Oui. On ne trouve pas on n'arrive pas à dérouler complètement tout, hein. Et ça fait le sel du livre, c'est ce que je veux dire. Hein. Mais et Artaud vous permet d'avancer l'écart de... Alors, je ne sais pas si c'est la bonne expression, l'écart civilisationnel. C'est-à-dire qu'Artaud vous permet de poser la question, de vous poser la question aujourd'hui de l'homme occidental dans le Mexique. Et ça, il y a des choses dans le livre... on parlera peut-être un peu après de la question des indigènes, mais juste là, vous l'avez déjà un peu dit, sur ce rapport aux touristes. Oui. Et ce rapport d'écart de civilisation qu'il y a entre le Mexique et l'Occident. Oui, ce qui se passe pour moi, c'est que comme mon bagage est avant tout un bagage intellectuel de quelqu'un qui a lu beaucoup de fiction et de poésie, plutôt que des ouvrages d'anthropologie ou de sociologie. Donc, mais les informations avec lesquelles je construis ma pensée sont des informations un peu bizarres, parce que ce sont des informations où l'imaginaire et le réel sont mélangés. Et donc c'est vrai que j'étais obligée de penser en voyageant et ensuite en vivant. J'ai vécu 19 ans de ma vie au Mexique. On est obligé, quand il nous arrive ça, en étant française, en étant héritière d'une culture européenne, et puis en plus j'ai fait des études de lettres, donc c'est vraiment cette culture et ma culture, de se questionner sur la place qu'on a, sur la place que j'ai en vivant dans un pays qui a été colonisé par des puissances occidentales. Et j'aurais pu penser ça à travers des livres théoriques ou des livres d'histoire où il y a des choses sûrement très bien, et c'est un chemin passionnant. Mais le chemin que j'ai eu moi, il est étrange, et j'en rends compte dans ce livre, il est à travers des auteurs. Et donc là, j'essaie non plus je veux pas que ça soit un name dropping, de passer mon temps à citer des auteurs. Donc il y a plein de citations qui sont cachées, parce que déjà je trouve ça rigolo moi-même quand je lis, et puis comme ça m'évite de mentionner, voilà, que le livre soit plein de références et qu'on a l'impression que c'est trop érudit, et puis c'est pas nécessaire. Mais parfois quand c'est vraiment très important, et quand je sens aussi qu'il faut que je rende hommage,
il y a une partie aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que Artaud et Le Clésio m'ont été tellement utiles dans l'écriture de ce livre et dans mon existence en général, qu'il faut que je les cite. Et il faut que je les cite longuement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes citations sont assez longues parce que je trouve que c'est bizarre, une citation courte, une citation décontextualisée, parce que c'est difficile de suivre le cheminement mental de quelqu'un. Et si je prends simplement une phrase d'Artaud, on peut l'utiliser dans un sens comme dans un autre. Donc j'approfondis un peu l'étude de ces deux écrivains qui ont passé du temps au Mexique en se questionnant et en se cognant contre ce mur que ça peut être d'être un homme blanc occidental dans un pays qui nous renvoie sans cesse la violence qui a été subie au cours de la colonisation par ces hommes blancs occidentaux. Et moi, je suis une femme blanche occidentale qui arrive dans cette... je me perçois en tout cas comme héritière de cette lignée. Et ça me questionne. Et je me sers, on peut dire que je me sers de ce qu'ils ont vu pour comprendre mieux ce que je cherche à voir de mon côté et ce que je cherche à faire. Donc il y a une double démarche. Il y a une démarche où je vais dans leur sens, où je me mets à la place d'Artaud, je me mets à la place de Le Clésio. Et quand on y est bien installé, arrive le scepticisme. Et voilà, j'essaie de prendre une distance. Et ce que je trouve fabuleux aussi dans ces possibilités qu'on a de dialoguer intérieurement avec des auteurs, des autrices, c'est vraiment un dialogue. C'est-à-dire la première démarche, évidemment, c'est toujours de se laisser baigner dans leur univers et tout, mais ils peuvent devenir aussi des miroirs qui nous renvoient des choses qu'on n'a pas envie de voir ou des questions qui ne sont pas résolues. Donc ça devient un étrange dialogue intérieur. Et je trouve ça très beau. Et ce que je trouve très beau aujourd'hui, c'est que jusqu'ici, en fait, j'écris depuis très très longtemps, mais je n'ai pas eu de public, de me rendre compte que des personnes font la même chose avec Triste Tigre, avec un livre que j'ai lancé et qui est devenu, moi aussi, ces personnes qui viennent me raconter leur lecture de Triste Tigre, je vois bien que ce dialogue-là, il est avec une construction mentale, pas imaginaire, parce qu'à partir du livre, mais ce n'est pas avec moi qui dialogue, c'est avec quelque chose qui a une étrange réalité, là, l'auteur, qui n'est ni moi, ni pas moi, et qui existe, mais qui existe d'une façon très, très étrange. Donc c'est très beau pour moi d'avoir été pratiquement toujours dans ma vie dans la place de la lectrice, à cette place-là, de créer des spectres, et qu'aujourd'hui, on me crée moi-même. Je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux. Ouais, mais ça, c'est parce que votre livre, il échappe à... et c'était le cas, je pense, pour Triste Tigre aussi, ils échappent à ce que Deleuze disait sur la petite affaire personnelle, et que vous le tirez vers l'universel, tout ça. Enfin, vous fabriquez de l'universel à partir de votre histoire, mais que c'est pas, voilà, on n'est pas dans le registre de cette petite affaire personnelle. C'est curieux, hein, tout ça, c'est des choses qu'on se trimballe aussi, parce que j'ai l'impression aussi que quand on lit parfois une histoire qui est très très précisément une affaire personnelle, sans que l'auteur ait besoin de faire ce que je fais moi, de toujours construire des sous-textes et des surtextes et tout ça, on y trouve son compte aussi. On y trouve son compte aussi d'universel sans qu'il y ait nécessairement besoin que ça soit construit. Il y a tout un courant en ce moment de littérature latino-américaine que je trouve assez extraordinaire, où on nous raconte simplement des histoires qui ont l'air d'être ce qu'elles sont.
je sais pas, vous avez lu La chienne de Pilar Quintana, par exemple, des histoires comme ça. Mariana Enriquez? Non. Ah non, bah non, Mariana Enriquez, elle a tous les sous-textes, elle a tout la littérature de genre et tout ça, je le verrais pas comme ça, mais quand même beaucoup d'auteurs, je sais pas, Juan Cárdenas, Diego Zúñiga, des auteurs qui ont l'air de raconter et qui, je pense, se retiennent de donner trop de clés d'interprétation. C'est à nous de le faire. Et moi, c'est vrai qu'au début de ce livre, La Realidad, je rêvais de faire ça, de ne raconter que mes voyages au Chiapas. D'abord avec ma copine, de ce premier voyage où on essaie d'arriver à un village qui s'appelle La Realidad et on n'y arrive pas, sans commenter. Et ensuite de raconter comment je suis retournée plus tard au Chiapas, dans d'autres conditions. D'abord avec mon compagnon en 2013 et ma fille qui avait 2 ans, en répondant à une invitation des zapatistes d'aller apprendre, ça s'appelait La Escuelita, la petite école, pour apprendre et voir de nos propres yeux leur construction politique, sociale, voilà, faire l'expérience de ça. Un 3e voyage où je vais avec un groupe de copines féministes à la première rencontre de femmes en lutte, et un 2e voyage à la 2e rencontre de femmes sur le thème de la violence faite aux femmes. J'aurais voulu, j'ai rêvé ne faire que raconter, et en me disant, je raconte ça de façon très très personnelle, sans rien rajouter, et la personne qui lit ça va rajouter tous les sous-textes. Vous écoutez une rencontre avec Neige Sino, autrice de La Realidad, chez POL, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 22 mars 2025. J'avais prévu une question de dire, ce livre-là, en réalité, aurait pu s'appeler le livre des accompagnements. Mais vous venez de le dire, parce qu'au début, avec Maga, puis après, à nouveau avec Maga, puis après, avec votre compagnon, puis après, avec votre fille, puis après, finalement, c'est-à-dire ce livre des accompagnements jusqu'à ce que vous soyez en mesure d'y aller seul. Alors, j'y vais seule, mais oui et non. Parce que ce que j'ai voulu construire, surtout, c'est que la première fois, je vais avec une copine, je suis dans un désir très grand de sortir de moi-même. Le Clésio, il vient beaucoup dans ce livre comme un penseur du solipsisme occidental. Il souffre de la solitude de l'homme blanc occidental qui aimerait pouvoir sortir de ce carcan-là. Donc je suis dans cette, dès le début, dans ce désir de sortir de cette prison. Et qui me sort de cette prison, c'est une copine. Puis après, une 2e copine. Et qui a elle-même été amenée au Chiapas par une 3e copine. Donc ça se diffracte peu à peu. Et petit à petit, on est de plus en plus nombreuses. Je veux pas militer, mais il y a des amis qui m'amènent dans un collectif féministe, puis dans un collectif zapatiste, puis je voyage en bus. La première fois, j'y vais. Mais bon, tout ça, c'est vrai. Simplement, c'est de la non-fiction. Hein. C'est un livre. C'est pour ça que. Enfin, c'est pas vraiment une. Oui, c'est une narratrice, mais bon, c'est très clair que c'est moi. C'est vrai, mais j'exagère rien. Simplement, je choisis ce que je raconte dans le vrai. Hein, j'ai passé 19 ans au Mexique. Là, je raconte des choses qui se sont passées sur 3 mois. Donc, tout est vrai. Mais c'est ça qui est marrant dans la non-fiction, c'est que le procédé d'écriture, c'est très similaire à ce qu'on fait quand on écrit un roman, sauf que là, je pioche dans des choses que j'ai vécues. Et donc, après avoir voyagé dans un bus où on était 43 personnes, on se retrouve dans une rencontre où on est 5000 femmes. Donc, j'ai essayé... C'est intéressant que vous parliez de ce mot accompagnement, parce que oui, j'ai voulu qu'on le ressente, ça. J'ai voulu qu'on ressente que cette narratrice, cette personne que je suis, est de moins en moins seule dans son chemin de vie, mais aussi dans son cheminement politique. Alors, j'ai pas trop envie d'employer le mot politique comme ça, parce que c'est une définition très, très vague. Oui, mais pourtant, c'est un beau livre politique que vous avez fait. Oui, politique au sens de la découverte du collectif, la découverte de, justement, qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours dans l'histoire, qu'on est toujours les reflets les uns des autres. Et j'ai besoin que la vie me le prouve, que l'expérience me convainque de ça.
Alors j'aimerais bien qu'on parle aussi peut-être de ce que vous découvrez du mouvement zapatiste, parce que alors je sais pas si probablement pas le seul, mais moi j'avais une idée très préfabriquée d'une guérilla au fin fond de l'Amérique latine, et voilà, et je mélangeais un peu tout ça, et en réalité on découvre une histoire au travers du sous-commandant Marcos et de l'évolution que ça prend après les années, enfin à partir des années 90, 95, je crois, et qu'en réalité c'est un vrai mouvement altermondialiste qui propose quelque chose de très réel et une vraie alternative au néolibéralisme, à ces carcans qui sont le néolibéralisme, le patriarcat et la domination occidentale. Oui. Alors, vous ne trouverez pas dans le livre énormément d'informations précises et historiques sur ça, parce que je me suis dit qu'il existe quelqu'un qui serait intéressé à creuser. Il existe de super livres. Et il y a même alors il faut lire enfin beaucoup de choses sont traduites en français. Les zapatistes ont un site internet qui nourrissent beaucoup. Donc il y a beaucoup d'informations disponibles. J'ai voulu qu'on soit pas perdu, donc je donne quand même, j'espère, suffisamment d'informations, mais c'était pas mon objectif principal. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai découvert, je le raconte à ma copine quand on arrive au Mexique en 2003, c'est 10 ans après le soulèvement zapatiste, et elle sait déjà beaucoup de choses, mais moi je sais rien, je le découvre au fur et à mesure. Et je suis surprise, moi aussi, par la nature particulière de ce mouvement, qui a commencé un peu après les guérillas d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Donc ça s'explique sûrement aussi par le moment historique où le soulèvement a eu lieu. Ça commence comme une guérilla. Et d'ailleurs, le sous-commandant Marcos, c'est quelqu'un qui a été formé à la pensée marxiste-léniniste et qui est arrivé au Chiapas dans les années 80, après avoir fait des études de philosophie dans la ville de Mexico, dans l'idée de participer à une révolution et une guérilla pour le peuple, pour les peuples indigènes opprimés du Chiapas, avec l'idée vraiment militaire de on va prendre les armes et on va conquérir par les armes notre liberté. Et il arrive donc dans les années 80 au Chiapas, lui et d'autres, ils étaient, maintenant ça, c'est un peu plus documenté, au début on ne le savait pas trop, mais enfin ils étaient quand même assez nombreux, donc des métis, des gens qui ont une double culture aussi, et ils découvrent en fait, dans les réunions qu'ils font cachées dans la forêt, avec des paysans sans terre, des gens qui vivent dans une très grande pauvreté, opprimés, complètement obligés de travailler pour des propriétaires terriens, ils découvrent que ces communautés rurales ont des formes d'organisation collective très solides et très développées, avec des façons de régler ou de réfléchir ou de se poser des questions et de prendre des décisions complètement différentes de la hiérarchie de la guérilla, qui fonctionne avec ce chef d'ailleurs qui s'appelle sous-commandant Marcos. Donc il a aussi lui cet héritage d'une hiérarchie très forte, avec un leader, des gens qui obéissent, des décisions qui sont prises par le vote, etc. Et il découvre que dans les communautés indigènes dans lesquelles il s'intègre parce qu'ils se transforment à leur contact, les décisions sont prises en consensus, les réunions durent 5 jours, mais à la fin de la réunion, tout le monde doit être satisfait avec la décision. Il n'y en a pas un qui doit rester avec l'amertume de ne pas avoir dit ce qu'il avait à dire. Il découvre en fait plein de choses, et c'est lui et les autres, je dis sous-commandant Marcos, mais ça veut dire ces guérilleros-là qui sont arrivés là. Et donc... oui, ils s'arment, ils prennent les armes, mais quand le soulèvement zapatiste a lieu en 1994, ils ont déjà une idée très claire de la différence, de leur singularité par rapport aux autres guérillas d'Amérique latine. Ils ont aussi une connaissance historique de ce qui s'est passé en Argentine, en Amérique centrale, Nicaragua, puis après la guerre au Guatemala, enfin partout, la très grande répression et le grand danger aussi de si on n'y arrive pas, on va avoir une horrible
répression qui va conduire à avoir des morts dans notre camp et dans l'autre camp, et on ne le souhaite pas. Mais si on y arrive, c'est aussi un problème de prendre le pouvoir. Parce qu'on peut se transformer, on n'est jamais à l'abri de devenir un dragon nous-mêmes et de créer du crime. Donc depuis le début, c'est un mouvement pacifique, c'est un mouvement où il faut prendre les armes pour se défendre. Ils ont fait quand même ce choix. Là, à nouveau, c'est comme sur Artaud, hein, ce sont des libres interprétations et des choses très vagues. Quelqu'un qui veut vraiment connaître l'histoire du zapatisme, il va voir un historien du zapatisme. Mais bon, disons que ce qui a été très intéressant pour moi et pour ma copine d'arriver à 10 ans après le soulèvement zapatiste. Donc le soulèvement, c'est en 94, il y a des morts, ils déposent les armes tout de suite et ils décident de négocier. De négocier, et que ce qu'ils veulent, c'est très clair, ça n'est pas prendre le pouvoir, c'est réclamer simplement le droit d'exister tels qu'ils sont, avec une certaine autonomie, pour qu'on ne les empêche pas de parler leur langue, les différentes langues qui sont parlées au Chiapas, pour défendre le droit de maintenir leur tradition, le droit à la terre, le droit d'un travail digne, la santé, des droits fondamentaux en fait. Ils ne réclament que des droits fondamentaux, ils ne réclament pas d'imposer leurs propres idées à la société. Et 10 ans après, et en 2013, c'est plutôt 20 ans après, quand on est vraiment invité en tant que société civile à voir ce qui s'est passé, il s'est construit aussi par les hasards du contexte historique, une communication et un soutien très grand, non seulement de la part des milieux intellectuels, étudiants, des autres luttes prolétariennes au Mexique, mais internationales, qui ont permis de s'opposer aux paramilitaires mexicains et de protéger un peu la lutte zapatiste, mais qui ont permis aussi que les autres luttes, qu'on n'appelait pas encore altermondialistes, mais d'autres luttes qui ont trouvé des points communs avec la lutte zapatiste, se nourrissent de leurs pensées et que eux se nourrissent de tout ce qui leur était apporté par ces autres luttes. Et ils ont commencé, dès le début, dès 1994, à ouvrir ce dialogue avec des mouvements internationaux. Mais il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas un danger là à ce moment-là que à nouveau l'Occident remette son point de domination, même si c'est, on va dire, pour des bonnes intentions, mais que malgré tout ça se reproduise, parce que vous parlez à un moment aussi de ce que vous appelez le zapatur. Oui. C'est-à-dire cette espèce de tourisme de la guérilla, ou ce tourisme où on vient visiter, les Occidentaux viennent visiter les caracoles, qui sont les petits villages autonomes. Oui, c'est vrai que c'était un mot qu'on employait à l'époque pour dire aller 3 jours, se promener dans la campagne et penser qu'on allait comprendre tous ces 500 ans d'histoire en faisant ça. Mais je sais pas, là, il faudrait à nouveau aller voir dans des livres d'histoire. Ils ont été extrêmement stratégiques et extrêmement clairs et extrêmement intelligents dans le fait qu'ils ont réussi, il et elle, parce qu'il faudrait peut-être qu'on en parle aussi, la place des femmes est très importante dans le mouvement depuis le début. Et... mais bon, c'est vrai que c'est un peu lourd de dire tout le temps il et elle, mais ça fait rien. Là, je le précise, puis comme ça, on en parlera. La ley des mujeres, la loi des femmes, ils l'ont choisi dès le début aussi comme ça. C'est un mois avant le soulèvement. Donc les femmes ont parti prise au soulèvement depuis le début. Et les conditions particulières du dialogue ont été décidées pas à pas, je pense, par les zapatistes. Comment ils et elles allaient dialoguer, ce qu'ils acceptaient, ce qu'ils n'acceptaient pas. Et c'est pour ça aussi que quand j'arrive en 2003 avec ma copine et qu'on ne trouve pas et qu'on n'y arrive pas, c'est parce que c'est aussi un moment où ils ne reçoivent pas de gens de l'extérieur. Et très souvent, en fait, ils ont décidé de créer des moments où le dialogue est bienvenu. Et dans ce cas-là, un événement est créé, un appel est lancé. Tous ceux qui veulent venir, venez. Il y a 3 jours de conférences et on va discuter. Et ensuite, on ferme la porte. Et donc, les conditions ont été posées quand même très,
très clairement. Et je pense aussi que ce dialogue s'est fait, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété, parce que je raconte aussi ça dans le livre, l'impression que ce ne sont pas les mêmes luttes. Il y a une phrase que je répète au début du livre, quelqu'un me dit c'est pas ta lutte, et moi-même je me dis c'est pas ta lutte, t'as rien à faire là, qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas, qui se répète dans ce titre de rencontre des femmes en lutte. Les luttes ont des points communs. Oui. Et quelque chose, une petite flamme qui nourrit une lutte d'émancipation quelque part, elle nourrit aussi une lutte d'émancipation ailleurs. C'est peut-être une illusion et c'est peut-être utopique, mais en tout cas, les conditions de ce dialogue sont là. C'est-à-dire qu'on ne va pas au Chiapas apprendre à faire la révolution zapatiste chez nous. Et on ne va pas leur enseigner à nous comment on fait pour faire mieux telle ou telle chose. Oui, mais il y a quelque chose, il me semble, dans la fin du livre, il y a quelque chose qui touche à l'universel, c'est ce grand rassemblement des femmes. Vous dites 100 000... ça, c'est, pas 100 000, 5 000. 5 000, c'est déjà beaucoup. Pourquoi pas ça serait génial. Ouais, mais vous voyez, dans le phénomène, dans la manière dont s'articule le livre, j'ai eu le sentiment que là, on touchait à quelque chose d'universel, parce que aussi, il me semble que ce que vous racontez sur le zapatisme touche à une autre, alors je vais pas dire, je dis obsession, mais un truc, une œuvre, quelque chose de clé dans un thème clé dans votre travail, qui était déjà là dans Triste Tigre, c'est ce rapport à la domination, et on est au cœur du sujet complètement avec parce qu'à la fin, donc au dernier voyage, vous vous retrouvez seul. Enfin non, vous partez de chez vous avec un bus avec 40 femmes dans ce grand rassemblement où le micro tourne et les femmes vont crier la manière dont elles sont brutalisées. Et là va se dénouer quelque chose d'extrêmement fort, je crois de fondamental. Pour moi et pour nous vous, toutes, ouais, pour toutes celles qui étions là. Ouais. Et j'ai écrit ce livre pour, je crois, essayer de dénouer tous ces nœuds-là, tous ces fils, toutes les conséquences intérieures produites par ce petit tremblement de terre qui a eu lieu pendant ces 3 jours. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que parmi les 5000, je ne sais pas exactement les chiffres, il faudrait regarder, mais les 5000 personnes qui étaient là, pour chacune d'entre nous, c'était un séisme. Et on est reparti avec la promesse que ça ne s'arrête pas là. Que ça ne s'arrête pas là, mais sans que ce soit très clair exactement ce qu'on avait vécu et ce que ça voulait dire. Et j'ai l'impression que j'ai écrit ce livre aussi pour essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire. Ce livre-là et le suivant. Et le suivant, aussi. Oui. Parce qu'en fait, c'est le début de quelque chose. Oui, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une prise de conscience, mais que j'avais certainement déjà avant intellectuellement, mais une vraie prise de conscience dans mon corps, que dans mon je sais pas comment dire, pas seulement dans mon corps, mais dans une compréhension, mais différente que la compréhension rationnelle de oui, on peut dire universalité des violences faites aux femmes et aux enfants. On va dire ça comme ça, mais c'est pourtant une évidence. Mais il m'a fallu tout ce chemin-là pour intégrer cette information de manière singulière. Et c'est très curieux, les chiffres existent, surtout plein de choses. On est une société baignée de chiffres. Mais comment faire pour que ces chiffres aient un sens? Et pour que ce sens nous mène à faire quelque chose, ce sont comme des étapes qui doivent, en tout cas pour moi, qui
qui transite par des livres, par des réflexions, par un renvoi perpétuel avec des choses intellectuelles, mais aussi simplement par la vie, quoi. Et j'ai vécu pendant cette rencontre que je raconte la dernière. Ce qui est marrant, c'est que il faudrait presque commencer par la fin, en fait. Oui. Parce que c'est la fin de ce livre qui me fait l'écrire. Mais non, parce qu'en réalité, on a commencé par Triste Tigre. Donc on a commencé vraiment par la deuxième partie. Mais... Alors évidemment, c'est pas une illumination non plus. C'est pas très clair ce qui m'est arrivé. C'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est que on va pas savoir exactement ce que c'est, puisque moi-même, je le sais pas. Je sais que c'est important. Je sais que j'ai été métamorphosée par ces rencontres de femmes. Et que je rentre chez moi, vraiment texto, avec cette petite flamme qui doit nourrir un feu plus grand. J'ai pris vraiment à la lettre aussi les conclusions qu'on a établies entre nous toutes. Et la première rencontre de femmes, on s'est mis d'accord pour être vivantes la prochaine fois. Oui. Et pour faire en sorte d'avancer dans nos questionnements. Et la deuxième fois, il y avait cette idée de prendre cette petite flamme et l'amener chez nous. Mais ça, c'est toujours présent dans les rencontres zapatistes. Et que si une autre femme en lutte, une autre femme, une autre personne nous demandait de l'aide, de ne pas refuser de lui tendre la main. Il y avait un truc un peu comme ça. Et donc, c'est évidemment une énorme mission, mais c'est des petits clics qui se passent dans le cerveau qui m'ont permis de sortir de cette solitude dans laquelle j'étais, d'une façon imprévue. Parce que moi, je n'avais pas prévu que ça passerait par le féminisme. Je n'avais vraiment pas imaginé que ça se ferait comme ça. Et je trouve ça étrange et fascinant. Tous ces hasards et toutes ces choses que la vie a mis sur mon chemin et qui ont transformé ce cheminement intellectuel. Le mien, alors pareil, je parle beaucoup de moi, là, j'ai l'impression que je raconte ma vie, mais je me prends comme exemple. Et c'est une réflexion que j'ai sur mon cheminement de vie, mais j'aurais pu inventer un personnage. Et quand je parle avec mes amis, je vois bien que c'est très commun, ça. On ne va pas là où on pensait aller. La plupart des gens, nous n'allons pas là où nous pensions aller quand nous étions jeunes. On ne fait pas nécessairement les études qu'on imaginait. On ne devient pas nécessairement la personne qu'on imaginait. On ne pensait pas avoir d'enfants, puis on en a. On pensait avoir plein d'enfants, puis on n'en a pas. Et ces fluctuations, ces mouvements de l'existence nous font réfléchir et nous construisent. Donc dans ce livre-là, je me prends comme exemple, on va dire, ou je me prends comme matériau pour réfléchir sur tous ces sujets. Je résiste pas aux quelques vers de Machado que vous mettez au début. Mais non. Non. Allez. Le chemin en marchant se fait, et lorsqu'on se retourne, on voit le sentier qu'on n'empruntera qu'une seule fois. C'est là que ça se... Enfin, voilà, ça se... Un poème très très connu, sûrement que vous le connaissez, Caminante no hay camino. Il est très connu aussi par la chanson qu'il a popularisée de Juan Manuel Serrat. Et donc c'est devenu un truc aussi un peu... Alors je me permets souvent des choses. Je ne sais pas si un Espagnol ose citer un truc comme ça qui est tellement cursi, qui est tellement... c'est quelque chose de tellement inclus dans la culture et tellement... c'est devenu un lieu commun. Donc, citer ce poème en entier, c'est kitsch. C'est non seulement très sentimental et presque un peu cucu, parce que c'est touchant et en vérité, ça nous touche toujours au cœur, les choses... pourquoi est-ce que ce poème est toujours là? Ça dit quelque chose d'essentiel sur la vie. Mais je pense que quelqu'un qui rêve de faire de la littérature d'avant-garde et tout, il n'ose pas citer ni Machado, ni Jaime Sabines. Je me permets de faire des trucs comme ça parce que peut-être justement parce que c'est pas ma culture et que du coup je me sens moins enfermée dans ce regard-là
de quelque chose de... Parce qu'on n'arrête pas de vous dire aussi, de toute façon, tu ne peux pas comprendre. Donc, oui, il c'est faut une petite laisser vengeance aussi, oui, bien sûr. faut- On comprend ce qu'on veut et donc je me permets, en plus de ça, c'est ma traduction. Je m'amuse aussi à faire des choses complètement... c'est comme, je sais pas, il existe bien sûr des traductions officielles et très très bien faites et je les ai pas cherchées et je me dis, je fais ma propre traduction Bah, je sais, je suis pas allé vérifier mais en fait, de Machado, il n'y a qu'un seul recueil, c'est Campos de Castilla, traduit en français. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Donc, Mais c'est un très grand classique. S'il n'est pas dans ce recueil-là, il n'aura pas été traduit. D'accord. Si, il est dans Campos de Castilla. Oui, donc il est traduit. Mais peut-être on le lit en entier. Il est en entier. C'est un poème que ma copine me fait connaître parce qu'elle, en plus de ça, elle aime Serrat, donc elle le chante. Et dans la chanson, c'est même peut-être encore plus... je peux peut-être le retrouver. Il est en entier au début. Ouais. Mais c'est ma copine qui veut me convaincre. C'est ma copine qui veut... Oui, c'est ça, non? Oui, mais ça, c'est... Ah oui, ben alors, juste un peu avant. Encore avant? Non, ah non. Bon, ça fait rien. Il faudrait que je le cherche, moi. Mais moi, je suis incapable d'apprendre un truc par cœur, même un petit truc comme ça, même Maurice Carême. Mais on peut le chercher, on peut le chercher en 2 secondes sur Internet. Non, on ne capte pas ici. Ah. Il passe pas. Ah, ça y est. Ah, voilà. Non, vous, en entier. Non, pourquoi? Bon, allez. Toi qui marches, tes traces sont le seul chemin. Toi qui marches, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. En marchant, on fait le chemin. Et lorsqu'on se retourne, on voit le sentier qu'on n'empruntera plus jamais. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, si ce n'est celui que laisse le sillage sur la mer. Et ma copine, en fait, elle est tout le temps en train d'essayer de me convaincre que ça fait rien si on n'y arrive pas, que ce qui importe, c'est d'essayer. Et donc, elle me convainc avec cet argument-là. L'important, c'est qu'on soit toutes les deux. L'important, c'est qu'on essaye. L'important, c'est qu'on rêve. L'important, c'est qu'on s'aime. Pour me faire les trucs les plus extravagants qui, moi, j'exagère ce côté-là de ce personnage-là que j'étais, la jeune fille un peu réservée, qui n'a pas envie de déranger, qui a un peu peur, qui veut pas faire n'importe quoi et qui, en même temps, a plus de raison que sa copine. J'ai souvent raison. Quand je lui dis mais non, on va pas y arriver, on n'y arrive pas. Quand je lui dis c'est pas la peine de passer 2 semaines ici, on va rien trouver, on trouve pas. À un moment donné, je me rends compte que oui, j'ai raison sur un certain aspect, c'est-à-dire que on n'arrive pas au but, mais elle a raison aussi sur cet autre aspect que en fait c'est peut-être pas si important que ça qu'on n'y soit pas arrivé. On est allé ailleurs et c'est le chemin qui importe. C'est cette leçon-là, très simple, qu'elle essaie de me donner et que je la comprends quand je lis le poème. Je ne l'applique pas dans ma vie au début. C'est quelque chose que je vais apprendre au fur et à mesure des années et qu'on perçoit différemment au fur et à mesure du livre. Toute cette réflexion-là sur le chemin, sur le fait que j'ai envie d'arriver à cette réalité, mais que j'ai toujours l'impression que je suis à côté. Je suis pas exactement dans l'histoire, je suis pas exactement au centre, je comprends pas tout. En fait, c'est peut-être pas si grave. En fait, l'important, c'est toutes ces digressions, tout ce que moi je considère comme des digressions, des trucs que je voudrais mettre entre parenthèses, parce que je me dis c'est pas si important, que je vais quand même pas raconter qu'on a raté le bus, et puis qu'après on n'a pas voulu nous donner les explications, et puis que j'ai perdu mon sac. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, eh ben si, c'est important en fait. C'est important parce que c'est ces petits trucs de la vie qui font que j'ai vécu. Que j'ai eu un temps sur Terre, quoi. C'est pas parce que j'ai compris tel ou tel truc. Et donc, je rends hommage aussi à cette copine, tout en la faisant
paraître aussi comme voilà, quelqu'un d'extravagant et un peu rigolo, et je me moque un peu d'elle, je me moque de moi. Mais j'espère, parce qu'elle ne l'a pas encore lu, qu'elle recevra cette description d'elle-même, qu'elle verra l'amour que j'ai mis, quoi. Eh bien, on va s'arrêter là. Allez, super. Neige, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venus, si nombreuses, si nombreux. Le livre de Neige Sino, La Realidad, est publié chez POL. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le samedi 22 mars 2025, réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Vaše srdce mohlo snad chřadnout a časem